anciennement intitulé ministre des Affaires étrangères. Ce poste s'est de Lisbonne, changé de nom et de fonction par l'intermédiaire de ce dernier et s'intitule désormais haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il représente l'achèvement de la personnalisation institutionnelle de la politique étrangère. Cette fonction existait en 1970 par la coopération politique européenne, institutionnalisée en 1993 par le traité de Maastricht via l'introduction du pilier politique étrangère et de sécurité commune, reformulé par le traité d'Amsterdam en 1997 et enfin renforcé par le traité de Lisbonne en 2007. Nous pouvons donc demander de quelle manière et à travers quelle institution s'est établi le rôle du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la scène internationale. Nous allons donc voir dans un premier temps l'émergence du poste de haut représentant, puis dans un deuxième temps, nous allons voir ce poste à travers le service européen d'action extérieure. En 1970, la Communauté économique européenne, qui englobe les 6 États, République fédérale d'Allemagne, Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, met en place la coopération politique européenne qui permet aux États membres de réaliser des échanges diplomatiques entre eux et donc de se développer la coopération intergouvernementale et supranationale. En 1993, le traité de Maastricht a créé le pilier politique étrangère et de la sécurité commune, permet donc à l'Union européenne de jouer un rôle politique dans l'international. Ce dernier a été considéré comme un héritier institutionnalisé de la CPE. Cette institutionnalisation permet une meilleure préparation de travaux et une certaine visibilité et surtout un cadre d'action pour l'Union européenne. Il est le volet diplomatique et de sécurité de l'action extérieure de l'Union européenne. Suite à la déception de l'action européenne, notamment avec l'exemple de la Yougoslavie, cet événement a poussé les États à se mettre d'accord pour la création d'une nouvelle fonction, celle de haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune en 1999. Ce poste a été occupé par Javier Solana, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et secrétaire de l'OTAN. Le titulaire de ce poste se verra attribuer une double fonction, d'une part, celle du haut représentant devant collaborer à la création, la préparation et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, et d'une autre part, celle de secrétaire général de l'Union européenne pour assurer une certaine continuité des travaux de cet organe. Mais alors, quels sont les rôles du haut représentant ? Ces fonctions sont conformément édictées aux articles 18 et 27 du traité de l'Union européenne. Mais son rôle principal est de représenter extérieurement l'Union avec le président de la Commission et le président du Conseil. Nous allons voir quels sont les rôles dans chaque institution de l'Union. Tout d'abord, le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il participe au Conseil et au Conseil des Affaires étrangères. Il a un droit d'initiative, en effet, il fait des questions et propose des idées sur la politique étrangère de sécurité commune au Conseil. En plus de son rôle de vice-président à la Commission, le haut représentant préside le Conseil. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère de sécurité commune et l'exécute. Avec le Conseil, il s'assure que les États membres utilisent et respectent la politique extérieure de sécurité commune. Il contrôle également le fait que les États ne mènent pas des actions contraires aux intérêts dans les relations internationales de l'Union. C'est le Conseil européen qui nomme le haut représentant avec l'accord du président de la Commission, et c'est également lui qui met fin à son mandat par la même procédure. Le Conseil européen identifie les intérêts, fixe les objectifs, les orientations, et c'est au Conseil des Affaires étrangères et au haut représentant de mettre en application une politique extérieure dans le cadre établi. Donc le haut représentant n'a qu'un pouvoir exécutif par rapport au Conseil européen. Le rôle du Parlement, lui, vis-à-vis du haut représentant reste faible. Il n'a qu'un rôle de magistrat moral. Le traité de Lisbonne veut que le haut représentant consulte souvent le Parlement, qu'il soit pris en compte pour son action. Le Parlement peut alors faire des recommandations et poser des questions au haut représentant. Enfin, la Cour de justice, elle, n'est pas compétente dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, mais elle peut déchoir le haut représentant de ses fonctions dans la Commission sur une demande de celle-ci ou du Conseil. Vous l'aurez donc compris, le haut représentant possède un rôle multi-institutionnel,
Tout cela pour apporter plus de cohérence à la politique étrangère de l'Union européenne. Nous avons vu dans un premier temps l'importance de la création du poste de haut représentant, puis nous avons vu le rôle de haut représentant dans chaque institution de l'Union. Nous allons maintenant voir dans un deuxième temps les prémices de la mise en place institutionnelle de la SEAE. Pour commencer, le SEAE, c'est-à-dire le Service européen d'action extérieure, a été fondé par le traité de Lisbonne. Il est l'instrument le plus important au service représentant et qui est sous son autorité. Le SAE a pour but de veiller à la cohérence et à la coordination de l'action extérieure de l'Union et de permettre à l'Union européenne de s'imposer à l'échelle internationale. Comme le dit Catherine Ashton, la première haute représentante de la SAE, l'Union ne doit pas parler d'une seule voix, mais avec 27 voix qui transmettent le même message. Le 19 novembre 2009, Catherine Ashton est nommée haute représentante par le Conseil. Dès les premières années de son mandat, Catherine Ashton propose des premières mesures et donc plusieurs échanges vont se suivre entre la haute représentante et la Commission pour l'élaboration du futur SEAE. Début mars 2010, la haute représentante présente un document qui trace les grands principes du futur SEAE. Elle présente le fonctionnement, l'organisation, mais aussi le budget et la sécurité interne de la SEAE. De plus, le SEAE serait un service indépendant de la Commission et du Conseil. Cependant, la Commission cherche à être liée au service, et donc une tension se suit entre la et Catherine Ashton. Le 25 mars 2010, Catherine Ashton présente une proposition pour le Conseil. Le SAE n'assistera pas que le haut représentant, mais aussi le président de la Commission, le président du Conseil européen et les États membres. Cela rend donc un service qui est multitâche et a pour but d'avoir une meilleure cohérence et coordination de la politique étrangère de l'Union européenne. De plus, le SAE serait à la fois séparé et lié au Conseil et à la Commission. Un consensus a été donc rapidement obtenu au Conseil pour la proposition de la haute représentante et donc les négociations vont commencer entre les institutions de l'Union, c'est-à-dire le haut représentant, la Commission, le Conseil et le Parlement européen en printemps 2010. Les négociations seront dénommées quadrilogues et s'achèveront donc le 21 juin 2010. Le quadrilogue se met d'accord sur la proposition initiale de Catherine Ashton, d'une part sur la responsabilité politique et d'autre part la structure du SEAE. Après de longues et complexes négociations, la mise en place institutionnelle du Service européen de l'action extérieure s'est achevée le 26 juillet 2010 sur décision du Conseil et inaugurée officiellement le 1er décembre 2010. Outre l'établissement des règles régissant le fonctionnement de ce service, celui-ci nécessitait également un recrutement du fait du besoin de personnel, mais aussi un besoin matériel pour les locaux notamment. C'est Catherine Ashton, le haut représentant, qui a eu pour tâche de recruter du personnel, comme l'accorde l'article 6, paragraphe 8 de la décision du Conseil du 26 juillet 2010, qui dit, je cite, que le haut représentant établit les procédures de sélection pour le personnel du SEAE. Des représentants des États membres, du secrétariat général du Conseil et de la Commission participent à la procédure de recrutement visant à pourvoir des postes vacants au sein du SEAE. Elle avait alors la possibilité de recruter des membres issus du Conseil, des services de la Commission, mais aussi des diplomaties nationales. Au final, Ashton a réalisé sa tâche avec succès puisqu'elle a su recruter des diplomates très qualifiés. Deuxièmement, elle avait également pour mission de choisir un bâtiment suffisante pour accueillir les différents services qui allaient y être transférés et qui seraient à proximité directe d'autres institutions de l'Union européenne. C'est finalement dans le Triangle Building que le SEAE s'établira. Une fois le SEAE établi physiquement et totalement opérationnel, Catherine Ashton a pu première qui est de coordonner l'action extérieure de l'Union européenne et d'élaborer et exécuter la politique de sécurité et de défense commune. Cependant, comme on a pu le voir précédemment, sa mise en place a été mal préparée et rendue difficile du fait d'un trop grand nombre de contraintes et tâches définies trop vaguement. Cela va rapidement se traduire par des problèmes de coopération entre les services. Ces dysfonctionnements vont être évoqués par des États membres, notamment par l'Autriche en avril 2011, par le Benelux en mai 2011, et enfin avec la lettre des 12 qui va tenter d'apporter des solutions à ces dysfonctionnements. Enfin, le 17 décembre 2011, Ashton va publier le premier rapport annuel d'activité du SEAE faisant état des résultats des politiques mises en œuvre, de l'état des régions du monde, des défis globaux, mais aussi sur la gestion et contrôle interne de ce nouveau service. Cependant, elle n'apporte aucune solution ni réponse aux propositions des États membres. Pour conclure, nous pouvons dire que le poste de haut représentant a une fonction capitale au sein de l'Union européenne. En effet, il est le principal coordinateur de la politique étrangère et donc fait entendre l'Union à travers le monde.